Je vais donc vous lire le deuxième chapitre de Guy Debord, Rapport sur la construction des situations. Chapitre 2. La décomposition, stade suprême de la pensée bourgeoise. La culture prétendue moderne a ses deux principaux centres à Paris et à Moscou. Les modes partis de Paris, dans l'élaboration desquels les Français ne sont pas majoritaires, influencent l'Europe, l'Amérique et les autres pays évolués de la zone capitaliste, comme le Japon. Les modes imposés administrativement par Moscou influencent la totalité des États ouvriers et, dans une faible mesure, réagissent sur Paris et sa zone d'influence européenne. L'influence de Moscou est d'origine directement politique. Pour s'expliquer l'influence traditionnelle, encore maintenue, de Paris, il faut tenir compte d'une avance acquise dans la concentration professionnelle. La pensée bourgeoise, perdue dans la confusion systématique, la pensée marxiste, profondément altérée dans les États ouvriers, le conservatisme règne à l'Est et à l'Ouest, principalement dans le domaine de la culture et des mœurs. Il s'affiche à Moscou en reprenant les attitudes typiques de la petite bourgeoisie du XIXe siècle. Il se déguise à Paris en anarchisme, cynisme ou humour. Bien que les deux cultures dominantes soient foncièrement inaptes à s'intégrer les problèmes réels de notre temps, on peut lire que l'expérience a été poussée plus loin en Occident et que la zone de Moscou fait figure île-région sous-développée dans cet ordre de la production. Dans la zone bourgeoisie, où a été tolérée dans l'ensemble une apparence de liberté intellectuelle, la connaissance du mouvement des idées ou de la vision confuse des multiples transformations du milieu favorise la prise de conscience d'un bouleversement en cours dont les ressorts sont incontrôlables. La sensibilité régnante essaie de s'adapter, court en empêchant de nouveaux changements qui lui sont, en dernière analyse, forcément nuisibles. Les solutions proposées en même temps par les courants rétrogrades se ramènent obligatoirement à trois attitudes. La prolongation des modes apportés par la crise dada surréaliste, qui n'est que l'expression culturelle élaborée d'un état d'esprit qui se manifeste spontanément partout quand s'écroulent après les modes de vie du passé les raisons de vivre jusqu'alors admises, l'installation dans les ruines mentales, enfin le retour loin en arrière. Pour ce qui est des modes persistantes, la forme diluée du surréalisme se rencontre partout. Elle a tous les goûts de l'époque surréaliste et aucune de ses idées. La répétition et son esthétique. Les restes du mouvement surréaliste orthodoxe, à ce stade sénile occultiste, sont aussi incapables d'avoir une position idéologique que d'inventer quoi que ce soit. Ils cautionnent des charlatanismes toujours plus vulgaires et en demandent d'autres. L'installation dans la nullité est la solution culturelle qui s'est fait connaître avec le plus de force dans les années qui suivirent la Deuxième Guerre mondiale. Elle laisse le choix entre deux possibilités qui ont été abondamment illustrées. La dissimulation du néant au moyen d'un vocabulaire approprié et son affirmation désinvolte. La première option est célèbre, surtout depuis la littérature existentialiste, reproduisant sous le couvert d'une philosophie d'emprunt les aspects les plus médiocres de révolution culturelle des 30 années précédentes, et soutenant son intérêt d'origine publicitaire par des contrefaçons du marxisme ou de la psychanalyse, et même par des engagements et des missions politiques réitérés à l'aveuglette. Ces procédés ont eu un très grand nombre de suiveurs, affichés ou sournois. Le durable fourmillement de la peinture abstraite et les théoriciens qui la définissent est en fait de même nature, d'une ampleur comparable. L'affirmation joyeuse d'une parfaite nullité mentale constitue le phénomène qui est appelé dans la néolittérature récente
le cynisme des jeunes romanciers de droite, et s'étend bien au-delà des gens de droite, bien au-delà des gens de droite, des romanciers ou de leur semi-jeunesse. Parmi les tendances qui réclament un retour au passé, la doctrine réaliste socialiste se montre la plus hardie parce qu'en prétendant s'appuyer sur les conclusions d'un mouvement révolutionnaire, elle peut soutenir dans le domaine de la création culturelle une position indéfendable. À la conférence des musiciens soviétiques en 1948, Andreï Janov montrait l'enjeu de sa répression théorique. Avons-nous fait, avons-nous bien fait de maintenir les trésors de la peinture classique et de mettre en déroute les liquidateurs de la peinture? Est-ce que la survivance de telles écoles n'aurait pas signifié la liquidation de la peinture? En présence de cette liquidation de la peinture et de beaucoup d'autres liquidations, la bourgeoisie occidentale évoluait, constatant l'écroulement de tous les systèmes de valeurs mis sur la décomposition idéologique complète par réaction désespérée et par opportunisme politique. Au contraire, Janov, avec le goût caractéristique du parvenu, se reconnaît dans le petit bourgeois qui est contre la décomposition des valeurs culturelles du siècle dernier et ne voit rien d'autre à tenter qu'une restauration autoritaire de ces valeurs. Il est assez irréaliste pour croire que des circonstances politiques éphémères et localisées donnent le pouvoir d'escamoter les problèmes généraux d'une époque si l'on oblige à reprendre l'étude des problèmes dépassés, après avoir exclu par hypothèse toutes les conclusions que l'histoire a tirées de ces problèmes en leur temps. La propagande traditionnelle des organisations religieuses, principalement du catholicisme, est proche par la forme et quelques aspects du contenu de ce réalisme socialiste. Par une propagande invariable, le catholicisme défend une structure idéologique d'ensemble qu'il est seul, parmi les forces du passé, à posséder encore. Mais pour ressaisir les secteurs de plus en plus nombreux qui échappent à son influence, l'Église catholique poursuit parallèlement à sa propagande traditionnelle une mainmise sur les formes culturelles modernes, principalement parmi celles qui relèvent de la nullité théoriquement compliquée, la peinture dite formelle par exemple. Les réactionnaires catholiques ont en effet cet avantage par rapport aux autres tendances bourgeoises qu'étant assurés d'une hiérarchie de valeurs permanente, il leur est d'autant plus facile de pousser gaiement la décomposition de l'extrême dans la discipline où ils se distinguent. L'aboutissement présent de la crise de la culture moderne est la décomposition idéologique. Rien de nouveau ne peut se bâtir sur ces ruines, et le simple exercice de l'esprit critique devient impossible, tout jugement se heurtant aux autres et chacun se référant à des débris de systèmes d'emblée désaffectés ou à des impératifs sentimentaux personnels. La décomposition a tout gagné, et on n'est plus à voir l'emploi massif de la publicité commerciale influencer toujours davantage les jugements sur la création culturelle, ce qui est un processus ancien. On vient de parvenir à un point d'absence idéologique où seule agit l'activité publicitaire, à l'exclusion de tout jugement critique préalable, non sans entraîner un réflexe conditionné du jugement critique. Le jeu complexe des techniques de vente en vient à créer automatiquement et à la surprise générale des professionnels des pseudo-sujets de discussion culturelle. C'est l'importance sociologique du phénomène Sagan-Drouet, expérience menée à bien en France dans les 3 dernières années, et dont le retentissement aurait même passé les limites de la zone culturelle axée sur Paris en provoquant de l'intérêt dans les États ouvriers. Les juges professionnels de la culture en présence du phénomène Sagan-Drouet sentent le résultat imprévisible de mécanismes qui leur échappent et l'expliquent généralement par des procédés de réclame du cirque. Mais à cause de leur métier, ils se trouvent forcés de s'opposer par des fantômes de critique au sujet de ces fantômes d'œuvres. Une œuvre dont l'intérêt est inexplicable constitue d'ailleurs le plus riche sujet pour la critique confusionniste bourgeoise.
il reste forcément inconscient du fait que les mécanismes intellectuels de la critique leur échappaient longtemps avant que les mécanismes extérieurs ne viennent exploiter ce vide. Il se défend de reconnaître en Sagan Drouet le revers ridicule du changement des moyens d'expression en moyens d'action sur la vie quotidienne. Ce processus de dépassement a rendu la vie de l'auteur de plus en plus importante relativement à son œuvre, puis la période des expressions importantes étant parvenue à sa réduction ultime. Il n'est resté de possibilité d'importance que dans le personnage de l'auteur, qui justement ne pouvait plus rien avoir de notable que son âge, un vice à la mode, un ancien métier pittoresque. L'opposition qu'il faut maintenant unir contre la décomposition idéologique ne doit d'ailleurs pas s'attacher à critiquer les bouffonneries qui se produisent dans les formes condamnées comme la poésie ou le roman. Il faut critiquer les activités importantes pour l'avenir, celles dont nous devons nous servir. C'est un signe plus grave de la décomposition idéologique actuelle que de voir la théorie fonctionnaliste de l'architecture se fonder sur les conceptions les plus réactionnaires de la société et de la morale, c'est-à-dire qu'à des apports partiels, passagèrement valables du premier Bauhaus ou de l'école de Le Corbusier, s'ajoute en contrebande une notion excessivement arriérée de la vie et de son cadre. Cependant, tout indique depuis 1956 que nous ancrons dans une nouvelle phase de la lutte et qu'une poussée des forces révolutionnaires, se heurtant sur tous les fronts aux plus désespérants obstacles, commence à changer les conditions de la période précédente. On peut voir en même temps le réalisme socialisme commencer à reculer dans les pays du camp anticapitaliste avec la réaction staliniste qui l'a produit. La culture Sagan-Drouet marquait un stade probablement indépassable de la décadence bourgeoise. Enfin une relative prise de conscience en Occident de l'épuisement des expédients culturels qui ont servi depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La minorité avant-gardiste peut retrouver une valeur positive. Fin du chapitre 2.